Serions-nous plus libres sans État? Et vous mettrez en rapport ce sujet avec le sujet 9 qui dit mais la contrainte est-elle toujours le contraire de la liberté? Oui, c'est deux sujets qu'on peut parfaitement articuler. Oui. Donc, serions-nous plus libres sans l'État? Répétez la citation. Ah, il demande que vous répétiez la citation. Oui. Nous avons... Oui, Karl Popper dit nous avons besoin de liberté pour empêcher l'État d'abuser de son pouvoir. Point. Nous avons besoin de l'État pour empêcher l'abus de liberté. Nous avons besoin de l'État pour empêcher l'abus de liberté. C'est bon? Fermez les guillemets. Professeur, vous avez la parole. Merci. Bon. Donc, quand vous dites serions-nous plus libres sans l'État, oui. Je reviens à la préoccupation que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui consiste à lire et à relire le sujet pour comprendre ce qui fait problème. Pourquoi nous insistons? Parce que vous le savez très bien. Philosopher, ce n'est pas avoir le sens des solutions, mais philosopher, c'est être capable d'apercevoir une difficulté dans ce qui paraît clair et évident. Et donc, quand on nous pose la question, serions-nous plus libres sans l'État? Immédiatement, vous avez envie de vous demander, avant même de parler de liberté, pourrions-nous vivre sans l'État? Et vous fondez la légitimité de cette question sur ce que Mme Diouk a dit brillamment tout à l'heure, en montrant qu'il y a une disposition naturelle en l'homme, à l'instinct sauvage, à la violence, à la méchanceté et à la cruauté et même à l'égoïsme. Et donc, si on sait qu'est inscrit en la nature de l'homme une tendance à l'égoïsme, à la méchanceté, à la violence, à la cruauté, mais comment demander si véritablement nous n'aurions pas besoin, nous serions plus libres sans État? Il semble évident donc que le paradoxe ici consistera à dire, si on sait que par nature l'homme est égoïste, l'homme est enclin à la méchanceté, à la violence, et que l'État est là pour gouverner et encadrer, comment pourrions-nous vivre, être libres sans l'État? Et quand vous auriez fini de dire ça, vous pourrez montrer dans la prise en charge réelle de l'État qu'il peut arriver que l'on puisse souhaiter l'absence de l'État pour revendiquer et manifester notre pleine liberté. C'est la perspective qui consisterait à montrer que l'État, lorsqu'il est despotique, que l'État, lorsqu'il est tyrannique, que l'État, lorsqu'il est absolutiste, en ce sens-là, l'individu en arrive à souhaiter l'absence de l'État pour bénéficier d'une liberté authentique. Parce qu'à ce moment-là, on se mettrait dans la perspective, par exemple, de gens comme Karl Marx, dans la perspective de ce courant tel que l'anarchisme. Parce que vous le savez très bien, les marxistes sont les premiers à enseigner que les hommes ne seront libres que lorsque l'État va disparaître progressivement pour céder la place à ce qu'ils appellent une société communiste. Et cette idée de société communiste, Marx la propose en réaction contre le caractère oppressif de l'État. Vous le savez très bien, Karl Marx enseigne de façon lumineuse que toutes les sociétés humaines, depuis l'Antiquité au moins, ont fonctionné sur la base d'un antagonisme de classe. Une classe des riches, une classe des pauvres, une classe des dominants, une classe des dominés, une classe des gouvernants, une classe des gouvernés, une classe des exploitants et une classe des exploités. Et donc, dans la perspective de Karl Marx, l'homme n'a jamais été libre dans l'état historique, ça veut dire ayant réellement existé. Parce qu'au fond, dit-il, cet état a toujours été au service exclusif des intérêts de la classe dominante gouvernante. Et dans cette perspective, Marx montre clairement que véritablement l'homme ne peut accéder à cette liberté qu'à l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et dans cette perspective donc, où l'État est tyrannique, l'État est despotique, ou comme chez Marx, l'État est au service de l'exploitation de l'homme par l'homme, oui, il semblerait qu'on serait plus libre en l'absence de l'État. Je n'ai pas besoin d'insister sur la perspective de Mikhail Alexandrovitch Bakounine. Vous vous rappelez que Bakounine et ses disciples sont également les premiers à montrer qu'en quelque sorte, l'État est une forme d'escroquerie intellectuelle. C'est moi qui le traduis comme ça. Pourquoi chez Bakounine et ses disciples anarchistes, l'État est une forme d'escroquerie intellectuelle? Parce qu'ils disent qu'en réalité, laissés à nous-mêmes, sans la machine de l'État, ils disent nous serions capables de nous autogouverner.
et qu'on me ment en me faisant croire que l'État est là pour ma protection, pour ma santé, pour mon éducation, pour me défendre et garantir ma liberté, il dit Bakounine, ça c'est le visage apparent et mensonger de l'État. Parce que eux, ils disent, au fond, derrière tout État, qu'est-ce que je vois? Moi, Bakounine, une administration, une bureaucratie, mais surtout, dit-il, un ensemble de moyens de coercition, traduisez de répression, police, armée, gendarmerie. Quelle est leur finalité? Broyer l'individu, l'écraser et le priver de toute forme de liberté. Vous connaissez les termes forts, oui. Applaudissez encore, j'ai rien entendu. Oui. Merci beaucoup. Et quels sont les termes forts, très forts, par lesquels Bakounine définit l'État? Il dit, j'ouvre les guillemets, l'État est un monstre dévorant. Un monstre dévorant. Il ne parle pas de tel ou de tel État, mais il dit l'État, en tant que tel, est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains. Vous voyez comment les termes sont forts. Et quand il dit l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains, l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains, il ajoute quoi? L'État, c'est l'immolation de l'individu, c'est la négation complète de la vie. Fin de citation. Et quand il dit, je répète une dernière fois, l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de quoi? De sacrifices humains. Il ajoute, c'est l'immolation de l'individu. Et finit par dire, c'est la négation complète de la vie. C'est une manière de montrer que dans cette perspective-là, nous serions, semble-t-il, plus libres sans l'État. Mais professeur, je ne comprends pas. Mais, oui. Si un élève propose un plan contraire, un plan contraire qui montre d'abord, dans une première partie, que nous serions plus libres sans l'État, en considérant l'État comme un ennemi de la liberté, en s'appuyant sur les critiques de l'État, et qui vient dans une deuxième partie qui montre en réalité, sans État, on ne peut pas parler de liberté. Ne serait-il pas aussi cohérent? Mais il serait cohérent. Il ne faut pas que les élèves s'enferment dans une démarche. Nous sommes en philosophie, et c'est Nietzsche qui montre que la philosophie est l'affaire de perspective. Donc on peut valablement commencer par dire ce que j'ai dit, en montrant très clairement que l'État, dans une certaine mesure, il est l'ennemi de la liberté. Et finir par montrer que quand même quand l'État est despotique, même quand l'État est violent, même quand l'État est tyrannique, il est indispensable parce qu'il garantit, définit, protège le citoyen. Donc les deux perspectives seraient parfaitement recevables. Maintenant, tu m'as dit d'articuler ça à la notion de contrainte, en demandant est-ce que la contrainte est-elle toujours le contraire de la liberté? Je crois que dans ce que nous avons dit, nous avons répondu à la question. Bien sûr. En montrant clairement que la contrainte, elle peut être liberticide lorsqu'elle est abusive. Lorsque l'État abuse de son autorité, prive l'individu de ses droits fondamentaux. Oui, à ce moment-là, la contrainte, elle tue la liberté. Mais lorsque la contrainte exercée est au service de la paix, de la sécurité et de la liberté, ben cette contrainte-là, elle ne tue pas véritablement la liberté, elle est sa condition de possibilité. C'est la perspective, elle l'a dit brillamment, de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau est l'un des premiers à montrer que, attention, la loi n'est pas ce qui m'empêche d'être libre. Mais il dit clairement, imaginez une seule seconde qu'il n'y ait pas de loi. Il dit clairement, nous serions dans l'état naturel qui consacrerait, j'ouvre les guillemets, le règne du droit du plus fort. Le règne du droit du plus fort dans lequel, comme dans la jungle et chez les animaux, les plus forts écraseraient les plus faibles. Une manière pour Rousseau de montrer que la contrainte que la loi de l'État exerce sur moi n'est pas une privation de liberté, mais au contraire, elle est le fondement, elle est la condition de possibilité de toute véritable liberté. Merci. Et Rousseau ajoute d'ailleurs, comme tu aimes bien le citer, il n'y a point de liberté sans loi. Mais n'oubliez pas ce qu'il ajoute. Les gens n'arrivent pas au bout de la citation. Il dit, il n'y a point de liberté sans loi. Il ajoute, ni là où un seul individu est au-dessus de la loi. Les gens l'oublient. Écoutez bien mes enfants, il dit, il n'y a point de liberté sans loi. Ouais, tamit. Il n'y a pas de liberté là où un seul individu est au-dessus de la loi. Ça veut dire quoi? Que si la loi, elle est un moyen par lequel l'État prive, écrase certains de leur liberté en protégeant d'autres, Rousseau dit que cette loi-là, elle n'est pas au service de la liberté. La seule loi qui est au service de la liberté, c'est celle qui contraint les individus à renoncer à leur vice pour définir les conditions d'un plein exercice de leur liberté. Très bien. Merci. Applaudissez s'il vous plaît. Donc, comme il a dit par rapport au sujet numéro 9, l'erreur à ne pas commettre, c'est de réduire le sujet contrainte au rapport entre État et liberté. Parce que c'est vrai, l'État peut nous imposer des contraintes, mais la société nous impose des contraintes. La culture, les contraintes peuvent émaner de la culture, les contraintes peuvent émaner même de la religion.
religion. Et donc, dans cette perspective, la contrainte n'est pas toujours le contraire de la liberté, que la loi n'est pas toujours un obstacle à notre liberté. Et donc, je crois que il restait peut-être un sujet sur